Good Morning Business, Business Today. Le ministère de l'Emploi, parce qu'on est à 4,8% de taux de chômage en Europe, des niveaux historiquement bas, on est à 7%, 7,1% n'est-ce pas, en France? Absolument. Jean-Marc Daniel. Et pourtant, on a plein de signaux que ça craque. On l'a vu avec les dépenses d'entreprise aujourd'hui, on le voit avec la croissance, qui est quand même 0,7% en France. Tout ça, normalement, ça nous fait du chômage. À une époque, ça nous faisait du chômage, ça n'en fait plus. Comment vous l'expliquez? C'était une très forte reprise de l'activité économique après le Covid. Et effectivement, il y avait des problèmes de manque d'emploi dans certains secteurs, même avant la crise de la pandémie. Et maintenant, il est répandu dans tous les secteurs. Les 7%, 7,1% que vous avez cités pour la France, il faut aller en arrière de 40 ans, c'est ça. en 1982, pour retrouver un taux de chômage à ce niveau-là. Mais la chose intéressante, c'est que dans pas mal de secteurs, en France et ailleurs, partout dans les pays de l'OCDE, les employeurs n'arrivent pas à trouver des travailleurs avec les compétences desquelles ils ont besoin. La crise de la pandémie a aussi fait une très forte révolution dans beaucoup de secteurs. Ils ont fait beaucoup d'innovations, évidemment, parce qu'il y avait de nouvelles technologies comme la technologie digitale, effectivement, et l'intelligence artificielle qui ont joué un rôle très important. Mais comment il faut analyser la situation, par exemple, en France? Parce qu'une croissance faible qui produit comme ça beaucoup de création de postes, on a du mal à l'analyser. Est-ce que c'est juste un passage et en fait on va aller vers une augmentation naturelle du taux de chômage, ou est-ce que ça va durer cette pénurie d'emplois? Il faut dire avant tout que beaucoup des pays, inclus la France et les pays européens, ont mis beaucoup de moyens pour relancer l'activité économique. Et donc cela a effectivement porté... Oui, mais aujourd'hui, on ralentit, on est à 0,7. Les dépenses d'entreprise, elles ont augmenté de plus de 30% là, au deuxième trimestre. On se dit, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas se traduire dans les chiffres du chômage? Absolument. Selon les prévisions qu'on a faites pour la deuxième partie de l'année 23 et 24, il y aura une augmentation du chômage. Oui. Selon les prévisions qu'on a, on pourrait arriver en France à 7,4, dans les pays de l'OCDE à 5,2,3. Donc il y aura une augmentation qui c'est plus ou moins, comme vous dites, automatique, parce que l'activité économique s'est réduite et évidemment cela va se traduire par une augmentation du chômage. Mais ce n'est pas une augmentation très importante par rapport au niveau qu'on a atteint aujourd'hui. Vous parliez d'innovation, justement, et de la question des gains de productivité, notamment par les investissements qui ont été faits pendant le Covid. Il y a un gros volet intelligence artificielle dans le rapport de l'OCDE. Ça vous fait pas peur? C'est-à-dire qu'il semble quand même que ça soit une évolution sur la qualité du travail plus que la quantité. Mais pour le moment, oui. Ce qu'on a fait, nous, on a essayé d'aller au-delà des slogans, un peu d'inquiétudes comme ça, et on a interviewé les entreprises, 2000 entreprises dans 7 pays, inclus la France, et 5300 travailleurs, dans des secteurs, dans des entreprises dans lesquelles on utilise l'intelligence artificielle. Ce qui en ressort, c'est qu'à aujourd'hui, les employeurs ne sont pas en train de substituer l'intelligence artificielle en réduisant l'emploi. Il y en a plus de la moitié des employeurs qui disent non, pour le moment, je garde mon emploi, mais j'utilise l'intelligence artificielle. Il y en a certains qui ont réduit l'emploi, d'autres qui l'ont augmenté. On est dans une phase préliminaire de l'utilisation de cette technologie dans les entreprises encore. Jean-Marc, du coup, cette IA, elle va peut-être d'ailleurs relancer la productivité dont on a tant besoin. Oui, c'est l'espoir de tout le monde. C'est qu'effectivement, alors qu'on est dans une phase de productivité stagnante, d'ailleurs, l'INSEE, Jean-Luc Tavernier a dit, écoutez, on n'arrive pas à la mesurer, en fait. Donc, on ne peut pas tirer des conclusions définitives sur l'évolution de la productivité parce qu'on a du mal à mesurer ce qui se passe en ce moment. Je pense que vous confirmez effectivement ce diagnostic. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'intelligence artificielle va concerner pas uniquement les salariés. C'est-à-dire que tout un tas de professions qui ne sont pas salariées vont être touchées. C'est-à-dire les médecins, les juristes et tout ça. Et donc, ça va réorganiser non seulement le monde de l'entreprise, mais aussi le marché du travail au sens large et la redéfinition du lien entre salariés, employés, employeurs et donc toute la société client-fournisseur. Ce qui est intéressant, Stefano Scarpetta, c'est que ça arrive, cette révolution de l'IA, au moment donné où on a un problème démographique en Europe, où on le sait, on a un problème de main-d'œuvre, où il n'y a pas de renouvellement des générations. Et donc, ça peut être notre béquille aussi, l'IA, quelque part. Oui, tout à fait. Beaucoup d'employeurs qu'on a interviewés, effectivement, nous disent, dans un contexte de vieillissement de la population, dans lequel il y a un manque de main-d'œuvre, l'intelligence artificielle pourra être un outil important. Et la chose intéressante que vous avez citée, c'est que pour les travailleurs, beaucoup d'entre eux, surtout ceux qui ont des hauts niveaux de qualification, disent que l'utilisation de l'intelligence artificielle a amélioré la qualité de leur job. Ce n'est pas pour tout le monde, par contre. Parce que ceux qui ont plutôt des compétences moyennes faibles sont très concernés par le fait que peut-être leur job ne sera pas là
pas aujourd'hui, mais dans les prochaines années. Parce qu'il y en a quand même 2 sur 5 qui craignent une perte de revenus face à l'adoption de l'IA. Donc là, c'est pas l'aide à la productivité, c'est le remplacement. Non, tout à fait. Il y a des différences entre les hautement qualifiés, pour lesquels l'intelligence artificielle est complémentaire à ce qu'ils font et qui voient même des améliorations dans la qualité de leur job, et les autres pour lesquels il y a un problème de substitution. C'est-à-dire l'intelligence artificielle pourra remplacer quand même beaucoup des activités, beaucoup des mentions qu'ils font dans ces jobs. Et donc, les jobs vont disparaître peut-être. Selon nous, toute l'automatisation peut concerner 25% des emplois dans les secteurs, dans les professions plus hautement automatisables, donc dans lesquels le risque d'automatisation est plus important. Jean-Marc Daniel, juste... oui. Oui, non, juste une remarque. L'OCDE ne peut pas se permettre de dire ça, mais il y a toute une littérature sur les conséquences politiques que ça va avoir, parce que les gens dont on supprime l'emploi réagissent. Et donc, quand on a supprimé des emplois dans l'agriculture, c'est les chevaux qui ont disparu, et eux, ils n'ont pas réagi. Ensuite, ceux dont on a supprimé les emplois, c'est les ouvriers avec la montée en puissance de l'automatisation. Eux, ils ont réagi de façon assez violente en général, et en adhérant à des mouvements politiques extrêmes. Là, on va avoir plutôt des gens qui sont concernés, qui sont des intellectuels, qui sont des gens des travailleurs de l'information, et donc on ne sait pas très bien quelle va être leur réaction, c'est-à-dire quelle est la façon qu'ils vont mettre en avant pour résister à la disparition de leur emploi. Probablement pas la violence, mais une autre forme de résistance, c'est une des questions que se posent notamment les sociologues, c'est quelle forme va prendre cette résistance? Vous le savez, Stefano Scarpetta, ou pas? Vous voyez, nous, les humains, on s'est adaptés à beaucoup de révolutions, la révolution industrielle et tout ça. À mon avis, la question, c'est la vitesse du changement. Cette fois-ci, ça va très, très vite. Ouais. Et effectivement, ça ne concerne pas simplement les faiblement qualifiés, qui sont les plus concernés par l'automatisation, mais aussi ceux qui ont des compétences moyennes, voire des compétences élevées. Donc, le grand défi, à mon avis, c'est la formation. Non seulement la formation initiale à travers le processus de formation, mais aussi la formation continue pour le travail. Là, il faut faire beaucoup plus parce qu'en France, on a mis beaucoup d'argent dessus, mais il faut donner à tout le monde l'accès à la formation continue. Aux États-Unis, Jean-Marc, pour appuyer votre propos, quand on regarde les derniers inscrits à leur pôle emploi local, la majorité d'entre eux sont les salaires les plus élevés. Donc il commence à y avoir quand même... Oui, mais je rappelle une formule d'un Premier ministre japonais qui, à l'occasion de l'anniversaire de l'entrée du Japon dans l'ère moderne, de l'ère Meiji, il disait « Avant l'ère Meiji, on avait le même métier que son père. Avec l'ère Meiji, on avait le même métier toute sa vie, mais on n'avait pas le même métier que son père. C'était un autre métier. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on aura le même métier pendant 3-4 ans et ensuite il faudra en permanence se réadapter à l'évolution technologique. Merci Jean-Marc, merci Stefano Scarpetta, directeur de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE, parce que voilà, on voit bien, c'est passionnant, hein, les conséquences sociétales, politiques de ces bouleversements du marché de l'emploi et de l'économie.